Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va commencer avec un peu de retard parce qu'il y avait une sorte d'encombrement à l'accueil, mais là, je crois qu'il faut qu'on démarre. Alors, on démarre donc cette première soirée de ce week-end de travail déjà l'année dernière, on avait inauguré par un vendredi soir. Donc, le thème, vous le savez, c'est politique du symptôme, symptôme du politique. Et on va donc interroger ce nouage, cette interaction entre la politique et le symptôme. Et je pense qu'il est approprié de commencer par la question de l'autisme, où il y a vraiment une telle modification de la représentation sociale des autismes depuis quelques décennies que c'est tout à fait intéressant. Il y a une politique aussi de l'autisme, et puis il y a évidemment une certaine conception du symptôme, du handicap, qui est inhérente maintenant, je dirais, à l'approche de l'autisme. Alors pour ce soir, nous avons invité deux personnes qui sont particulièrement compétentes pour nous parler de ces questions, de cette question de politique de l'autisme. Alors à ma droite, j'ai donc Patrick Sadoun, et à ma gauche, Fabrice Bonnet, que je connais tous les deux très bien, et je vais vous les présenter, et après je leur passerai la parole. Alors, Patrick Sadoun, à ma droite, donc qui va commencer, ce sera le premier qui parlera, est président fondateur d'Autisme Liberté et du Rassemblement pour une approche des autismes humanistes et pluriels, le RAP. Il est l'auteur, le co-auteur ou le préfacier d'une dizaine de publications sur l'autisme, dont Autisme, dire l'indicible, qui est un livre vraiment remarquable, donc je recommande la lecture. Et Le spectre autistique trouble-t-il la raison de ceux qui l'approchent, publié aux éditions RS. Voilà les deux livres qui sont là, sur la table, pour ceux que ça intéresse. Son dernier enfant, Boris, âgé aujourd'hui de 30 ans, souffre d'autisme de Kanner et réside en semaine dans un foyer d'accueil médicalisé. Il a fallu à Patrick Sadoun 10 ans de militantisme pour que ce foyer voie le jour et que son fils ainsi que 26 autres jeunes autistes disposent d'une place dans un établissement spécialisé. Ses recommandations architecturales, celles de Patrick Sadoun, écrites à cette occasion et dont la première édition a été publiée en 2006 dans la revue Sésame, sont devenues une référence pour la construction de bâtiments destinés à des personnes autistes, dont vous savez à quel point elles ont des troubles sensoriels. Pragmatique, il ne croit pas aux méthodes miracles. Il plaide pour des approches plurielles des autismes, à la fois éducatives, pédagogiques et thérapeutiques. Patrick Sadoun dénonce depuis des années le déni de la souffrance psychique des personnes autistes et la chasse aux sorcières qui est organisée contre les psychanalystes. C'est lui qui, en 2016, avait pris l'initiative avec le RAP, puis des associations de professionnels, de la mobilisation contre le projet parlementaire liberticide du député Fasquelle, qui voulait interdire et pénaliser la pratique de la psychanalyse et du packing pour les autistes. 93 des 94 députés qui avaient initialement signé le projet avaient finalement retiré leur signature et l'Assemblée nationale avait massivement désavoué Fasquelle. Voilà pour la présentation de Patrick Sadoun. Maintenant, je vais vous présenter Fabrice Bonnet. Il a souhaité une présentation moins longue. Donc, Fabrice Bonnet est médecin, professeur d'endocrinologie. Il est membre aussi d'Espace Analytique et il est aussi membre, d'après ce que j'ai compris, du RAP, et il est père d'un enfant autiste âgé maintenant de 20 ans. Voilà pour la présentation. Maintenant, Patrick, je te passe la parole. L'exigence d'une évaluation des pratiques est-elle légitime ? Bien, alors d'abord merci à Patrick Landman et à l'Espace Analytique d'avoir fait l'honneur au RAP d'ouvrir ce colloque. Les recommandations de la HAS et de l'ANESM de 2012 pour les enfants et adolescents autistes ont été un véritable traumatisme pour les professionnels qui accompagnaient les personnes autistes en s'inspirant de la psychanalyse.
confrontés à l'exigence de preuves scientifiques, beaucoup se sont arc-boutés sur une critique, certes très bien argumentée, de la médecine fondée sur les preuves. La psychanalyse, pour laquelle chaque cas est unique, ne se prêterait pas à l'étude de cohorte. Un être humain ne saurait être mis en équation et l'essentiel de ce qui fait notre humanité ne saurait non plus être quantifié. On présentait l'exigence de preuve des pouvoirs publics comme le symptôme d'une société libérale qui place les chiffres, la rapidité et l'efficacité au-dessus de tout. Ce faisant, les psychanalystes ont grandement facilité la tâche de ceux qui veulent les éliminer du champ de l'autisme afin de prendre leur place. En participant à l'élaboration du 4e plan autisme, j'ai vite compris que cette posture était intenable et aussi que l'exigence de qualité était tout à fait légitime. Même si c'est très loin d'être suffisant, les pouvoirs publics dépensent chaque année des sommes considérables pour la prise en charge de l'autisme et il leur est indispensable de disposer de critères de qualité pour choisir quel projet financer. Nous sommes tous des contribuables, nous sommes tous également des usagers des systèmes de santé et la bonne gestion des budgets nous concerne tous. Cependant, le problème avec l'autisme est qu'on ne sait pas grand-chose. Rien de véritablement probant n'a encore été trouvé sur ces causes, à tel point que Sophie Cluzel veut promouvoir la recherche européenne sur ce sujet. Aucune méthode ne peut non plus prétendre guérir ce trouble. Pendant des années, les promoteurs de l'ABA, une méthode comportementaliste basée sur le conditionnement, ont fait croire au pouvoir public qu'avec leur méthode, utilisée de manière intensive et précoce, on pouvait sortir de l'autisme un autiste sur 2. 28 centres expérimentaux ont alors été financés à grands frais. Le bilan, établi en 2015, a été une douche froide pour les financeurs et les adeptes de l'ABA. Pour des coûts 2 à 4 fois supérieurs aux autres établissements, les résultats de ces centres pilotes étaient bien loin d'être meilleurs. Depuis lors, les pouvoirs publics ont pris conscience qu'on les avait trompés avec ces promesses démagogiques. Mais, comme il leur faut bien un critère pour valider leur choix, ils se cramponnent sur le seul texte officiel à leur disposition, les recommandations de 2012. Pourtant, ces dernières années, quelques psychanalystes ont accepté de jouer le jeu des contraintes de la recherche scientifique et ils ont pu ainsi démontrer l'utilité de leur approche de l'autisme. Je veux parler plus particulièrement des travaux de Jean-Michel et Monique Turin, de ceux de Marie-Christine Lesnick et de l'association Préau, que vous connaissez tous certainement. Malheureusement, ces résultats, même validés dans des revues scientifiques internationales comme PLOS ONE, n'ont pas changé l'attitude foncièrement hostile à la psychanalyse des administrations. Le verrou des recommandations de 2012 fonctionne encore. Et, en attendant leur révision, je me suis dit qu'il fallait offrir aux décideurs une alternative à leur monopole. C'est le sens des propositions d'indicateurs et de critères de qualité que j'ai présentées au nom du RAP au ministère de la Santé l'an dernier. Je vous en donne lecture. Proposition d'indicateurs et de critères de qualité dans les établissements accueillant des personnes autistes. La bientraitance est le souci constant de tout parent qui confie un proche vulnérable à une institution. Comment s'assurer de la qualité des interventions ?
les beaux discours et les références théoriques à une approche plutôt qu'une autre ne sont jamais une garantie de bonne pratique sur le terrain. En effet, il ne faut pas confondre conformité et qualité. Chacun peut d'ailleurs mettre en avant de nombreux témoignages, articles de presse, enquêtes, rapports officiels qui discréditent les approches qui ne lui plaisent pas. C'est pourquoi il nous semble indispensable de laisser de côté les a priori idéologiques pour rechercher plutôt, avec pragmatisme, des indicateurs simples et facilement quantifiables du bon fonctionnement d'un établissement. Comment se traduit le mieux-être chez une personne autiste ? Elle a moins besoin de se replier sur elle-même, de s'isoler des autres, de se décharger de son trop-plein de tension par des stéréotypies ou par des passages à l'acte, d'avoir recours à des tranquillisants. Dans un établissement de qualité, on devrait donc, à population constante, d'une année sur l'autre, constater une diminution des passages à l'acte des usagers comme du personnel, des immobilisations sous contrainte, des recours aux chambres dites d'apaisement, des prescriptions de psychotropes, des hospitalisations en psychiatrie et des exclusions de ceux que l'on n'arrive pas à contenir. Ce sont là des données très facilement quantifiables, à condition bien sûr que les établissements soient tenus de bien noter tous ces incidents sur un registre numéroté. Ce document devrait être accessible, sous engagement de respecter le secret médical, au président de l'association gestionnaire ainsi qu'au président du CVS, le Conseil de la vie sociale. Par ailleurs, dans les contrats de travail, devrait être clairement mentionné que toute absence de signalement pourra être considérée comme une faute professionnelle lourde. Enfin, chaque incident devrait être suivi, dans un délai raisonnable, d'une réunion d'analyse des pratiques. On en arrive ainsi aux indices de qualité suivants. Évaluation d'une année sur l'autre et à population constante. 1. Des actes de violence entre usagers, du personnel sur un usager, d'un usager sur un professionnel, d'un usager contre lui-même. Automutilation. Deuxièmement, des immobilisations sous contrainte. 3. Des recours aux chambres dites d'apaisement. 4. Des hospitalisations en psychiatrie. 5. Des exclusions d'usagers. 6. Des prescriptions de psychotropes. Sur ce dernier point, il est bon de rappeler que dans les recommandations de la HAS et de l'ANESM de 2012, il est écrit, fort justement, qu'aucun médicament ne soigne l'autisme ni n'a reçu d'autorisation de mise sur le marché pour cette population. Enfin, la réflexion ou l'absence de réflexion par les professionnels sur chacun de ces incidents conduit à un autre indice de qualité. 7e indice, nombre et durée cumulée des réunions d'analyse des pratiques consacrées à ces incidents. Ces marqueurs permettent d'évaluer dans le temps l'évolution de la qualité de vie de nos enfants. Mais le bien-être au travail des professionnels qui passent une partie de leur vie dans ces établissements spécialisés ne devrait pas non plus nous laisser indifférents. Des professionnels heureux et motivés ont bien plus de chances de rendre heureux nos enfants. Et là, comme pour toute entreprise, il existe des indicateurs très simples. 8e indicateur, le turnover du personnel. 9e, l'absentéisme. Ces indicateurs de qualité ou de dysfonctionnement, comme on veut, pourraient sembler peu ambitieux. Ils donnent une idée du fonctionnement, du climat d'un établissement, mais ils ne mesurent pas les progrès ou les régressions de chaque individu. Il est vrai que l'évaluation des progrès individuels est beaucoup plus complexe. Quelques exemples.
L'acquisition de la propreté par un enfant autiste n'est pas toujours un progrès si la contrainte pour y parvenir a été trop forte et s'accompagne ensuite de troubles intestinaux chroniques. L'acquisition de comportements sociaux, comme serrer la main des personnes qu'on rencontre, ne correspond à rien si ce geste n'est pas habité. Dans de nombreux foyers, on croise des personnes autistes qui vous tendent 10 fois de suite une main molle ou qui, à présent, tendent aussi la main à leurs parents alors qu'auparavant elles les embrassaient. L'inclusion sur un poste de travail dans une entreprise publique ou privée, au nom de l'inclusion, n'est pas forcément un progrès par rapport à un travail en établissement spécialisé si le travailleur ne peut s'y maintenir qu'en présence d'un éducateur qui fait lui-même l'essentiel du travail à sa place. Cependant, afin de pouvoir mesurer si les usagers d'un établissement, d'une année à l'autre, ont globalement progressé, stagné ou régressé, il est indispensable que chacun d'entre eux passe, au moins une fois par an, un test reconnu internationalement, comme par exemple la Vineland. Cela permet également de donner une base objective à la rédaction des projets individualisés. Et cela nous donne un dernier indicateur de qualité, 10e indicateur, pourcentage des usagers de l'établissement qui, d'une année sur l'autre, ont progressé dans plus de 5% des items de ce test sans régresser dans les autres. L'avantage de ces 10 indicateurs est qu'ils reflètent des réalités de terrain, qu'ils sont simples et facilement quantifiables. Ils devraient, lors des évaluations internes, obligatoires dans tous les établissements, servir de support à la réflexion des équipes sur leurs pratiques et déboucher sur des propositions d'amélioration. On peut les compléter par 10 questions ouvertes qui permettent de mettre en évidence 10 critères de qualité supplémentaires. Questions aux établissements. Comment sont mis en œuvre dans votre établissement 1. Le partenariat parent-professionnel. 2. Le travail en réseau. 3. L'ouverture vers le monde extérieur. 4. La préparation et la réalisation des transitions. 5. La prise en compte des particularités sensorielles des personnes autistes. 6. La prise en compte des compétences et des centres d'intérêt individuels de chacun des usagers. 7. La prise en compte des difficultés particulières de chacun d'eux. 8. La réflexion sur ce qui, dans le mode de fonctionnement de l'établissement, peut être source de stress ou au contraire d'apaisement pour les usagers ou les professionnels. 9. L'utilisation et la valorisation des compétences personnelles et de la créativité de chacun des membres du personnel. 10. L'utilisation d'une pluralité d'approches tout en gardant une cohérence générale. Présentés davantage comme outil de progrès que de contrôle administratif, les établissements pourraient s'approprier ces indicateurs et critères de qualité. Ainsi, dans une démarche collective, le constat concret des difficultés relevées conduirait à une recherche de qualité pour le plus grand bien de chacun. J'ajoute ici un point que volontairement je n'ai pas développé au ministère de la Santé. Une fois cette grille d'évaluation des établissements adoptée, il sera très facile de comparer leurs résultats en fonction de leurs références théoriques. Et je suis persuadé qu'il deviendra alors flagrant que la pédagogie de la carotte et du bâton est bien moins propice à l'épanouissement de nos enfants que la prise en compte de leurs souffrances psychiques et le respect de leur singularité. Je vous remercie de votre attention.
Merci Patrick. Je pense que si on applique tes critères, on va fermer tous les centres expérimentaux. Alors maintenant, je vais passer la parole à Fabrice Bonnet, à toi Fabrice. Oui, je ne vais pas vous parler du symptôme thyroïdien chez la femme, ce sera pour une prochaine fois. Oui, pour dire que je ne suis pas spécialiste de l'autisme, mais donc le père d'un enfant autiste. Mon intervention sera courte et elle peut paraître anecdotique. C'est un récit que je vais vous raconter d'une expérience, mais qui est assez riche en enseignements sur le déni du symptôme par certaines associations dans l'autisme. C'est une situation donc bien sûr réelle et d'une situation que j'ai qualifiée d'improbable, vous verrez, voire de surréaliste. Je suis donc membre du bureau du RAP qui a été fondé par Patrick Sadoun et c'est le rassemblement d'associations de parents de personnes autistes pour défendre une approche humaniste et plurielle. Et cette approche plurielle n'est malheureusement pas si naturelle ou si bien tolérée dans l'autisme comme l'a évoqué Patrick. Donc oui, je suis professeur de médecine et je suis expert auprès de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, et c'est à ce titre que j'ai pu obtenir d'être chargé de projet pour le groupe de pilotage qui a travaillé il y a 3 ans sur l'élaboration des recommandations sur les interventions pour les adultes. 2012, c'était les enfants, ensuite ils ont eu le dossier des adultes, entre 2015 et 2017. Et donc, au sein de ce groupe de pilotage, j'étais chargé en tant que médecin, donc certes non psychiatre, non expert de l'autisme, mais compétent en pharmacologie, ayant l'habitude d'analyser des études scientifiques en anglais, portant sur le médicament. Et ils avaient donc besoin de mes compétences. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé chargé de projet. Voici le récit de l'épisode. Donc, nous nous réunissions régulièrement, le groupe de pilotage. Et ce jour-là, c'était une réunion qui portait sur la prise en charge des comorbidités psychiques, des troubles de l'humeur chez les personnes adultes avec autisme. Pour différentes raisons, il y avait peu de médecins présents à cette réunion. Nous n'étions que 2. Beaucoup de représentants d'associations, des autistes Asperger, psychologues et psychomotriciens. Et nous étions en train de travailler sur le traitement pharmacologique de la dépression, des troubles anxieux chez les adultes avec autisme. Donc la méthode de travail, c'est de considérer les études publiées dans ce domaine. En fait, il y en a très peu, les niveaux de preuve, les résultats. Pour vous dire, il y a des études épidémiologiques dans ce thème qui montrent que, notamment les patients avec Asperger ou des autistes de haut niveau ont un taux de suicide plus élevé et donc de mal-être qui est avéré en termes de statistiques épidémiologiques. Donc c'est bien une réalité, parce que vous verrez que ça ne l'est pas pour tout le monde. Alors, assez rapidement, le représentant d'une association de patients souffrant d'Asperger, lui-même est Asperger, est intervenu pour dire que si des méthodes bien adaptées sont proposées dès le plus jeune âge aux enfants autistes, eh bien, ils n'auront pas besoin de traitement pharmacologique à l'âge adulte, ils n'auront pas de problème de dépression, pas de problème d'anxiété, et que donc traiter de cette question n'était pas pertinent. Donc voilà, un premier exemple d'un déni de la réalité, parce qu'il faut dire que cette affirmation n'est étayée par aucune donnée scientifique, qui va dire qu'après une méthode à bas, il y a moins d'anxiété, de dépression. Comme il s'agit d'un représentant d'association, personne ne réagit, on reste politiquement correct, on ne dit rien. Il poursuit, il insiste pour dire qu'il faut bien écrire que l'autisme n'est pas une maladie, ne relève donc pas de traitement pharmacologique. Bon, là, le président dit que c'est pas au groupe de travail de stipuler ou de conclure sur cette question. Mais c'est une posture idéologique qui est fréquente de la part de certaines associations de personnes autistes, notamment ceux sans handicap, de dire que l'autisme n'est pas une maladie et ne doit pas être médicalisé. Et puis après, donc, nous évoquions le mal-être et la détresse psychique qui peut être notée à certains moments chez les personnes autistes. Et à ce moment-là, la présidente d'une association importante en France, évidemment que je ne nommerai pas, et qui a en tout cas une certaine influence, est intervenue très brutalement, de manière assez péremptoire, pour affirmer haut et fort que cette question n'a pas de sens, puisque, dit-elle alors, il n'y a pas de souffrance dans l'autisme. Alors, circuler, il n'y a plus rien à dire. Il y a eu un certain froid, en tout cas un profond silence. Et puis, comme personne ne réagissait, à un moment donné, j'ai quand même pris la parole pour dire que je contestais quand même, je n'étais pas d'accord, que c'était quand même nier une réalité, que l'autisme n'est pas qu'une souffrance, évidemment, personne n'avait jamais dit ça, mais ça paraissait une évidence. Alors,
peut-être que j'avais mal compris ses propos, que j'avais pas su les interpréter, mais enfin quand même on était dans une commission de travail sur l'autisme au sein de la HAS, on n'était pas dans un groupe de parole de parents qui peuvent exprimer leur souffrance, hein, pour bien vous dire. Ma première réaction, je pense, elle était plutôt scientifique et médicale, de dire c'est une ineptie. Un groupe de travail de rhumatologues sur la polyarthrite rhumatoïde ou la sciatique, on vous dirait il n'y a pas de souffrance dans la sciatique, c'est la même chose. Donc pour moi c'était vraiment aussi choquant. Personne d'autre n'a réagi, alors même si plus tard, d'autres personnes autour de la table m'ont dit qu'elles avaient été choquées, qu'elles pensaient comme moi, mais leur silence peut paraître étonnant, hein, finalement. Il y a une forme d'inhibition qui traduit la difficulté de partager des vérités différentes ou de contredire la négation ou le déni qui est imposé par quelqu'un qui l'affirme haut et fort. Alors l'acte 2, on passe à l'acte 2, c'est attaque et victimisation, parce que quelques jours plus tard, je reçois un mail de cette personne, email qui est bien sûr en copie à tous les membres du groupe de travail et puis à tous les hauts responsables de l'HAS, hein, c'est remonté très haut, en m'accusant d'avoir eu une attitude absolument inacceptable, ignoble à son égard. Je l'aurais agressé par des propos extrêmement durs et choquants, donc là voilà, on est tombé dans la persécution. On peut dire que la fragilité de sa position est à la mesure de l'intensité de sa réaction. La position de victime revendiquée secondairement, elle est confortable parce qu'elle cherche à éviter toute contestation, de toute façon. Mais pourtant, il n'y avait même pas eu de débat. J'avais juste dit que c'était contestable ce qui avait été dit. Mais au-delà de cette victimisation réactionnelle, il est apparu aussi dans la suite du mail un caractère d'exclusion à mon égard. Et selon ces mots que j'ai retrouvés pour préparer bien sûr cette intervention, être le plus factuel possible, elle, vous allez voir, me refusait une position de parent, de médecin expert, puisqu'elle me rappelait mon statut de chargé de projet, qui était de réaliser une analyse de la littérature médicale, ça elle avait raison, et elle ajoute, vous êtes chargé de projet, et rien d'autre. Rien d'autre. Le rien d'autre vient gommer ma position de parent, de médecin, d'expert, allez, tout est gommé, chargé de projet et rien d'autre. Là, ça me fait rire, mais c'est assez douloureux quand même. C'est assez violent. Ça crée un malaise. J'aurais pu répondre, mais là, de toute façon, je reçois un mail en copie avec tout le monde, que j'avais juste parlé en mon nom, ce qui était le cas. Mais de toute façon, c'était pas autorisé. Hein. On avait vraiment une attitude dictatoriale où on nous imposait cette vérité et qui n'était pas contestable. Et donc, bien sûr, lorsqu'une discussion ou une notion gêne un individu, un mécanisme de défense classique, c'est le rejet, la condamnation, l'exclusion. On conteste la parole en la disqualifiant, en niant sa part de vérité. Il ne peut plus avoir de débat. De toute façon, il n'y en a même pas eu. Il est immédiatement fermé. L'interlocuteur gênant, ça c'était moi, était exclu. On va dire excommunié comme autrefois. Je donne une dimension religieuse, mais ça me venait critiquer. Et puis, au-delà, placé comme j'étais en position d'accusateur, hein, voire d'agresseur. Je veux dire, actuellement, on peut se retrouver facilement devant un tribunal, hein, quand on est... Donc, c'est... Avec aussi, voilà, de faire remonter ça assez haut en disant Fabrice Bonnet n'a pas sa place dans cette commission et corriger. Elle a même écrit au ministère. Hein. Et donc, après avoir été niée dans ma position de parent, voilà qu'elle termine sa diatribe en revenant dans son texte, hein, sur ma position de médecin expert, qui devait la déranger aussi. Et donc ça qui est mis en accusation parce que... Alors elle passe au « nous » à ce moment-là. « Nous n'acceptons pas le mépris des professionnels. Notre confiance va à ceux qui respectent notre expertise et j'incarnais la suffisance hospitalo-universitaire. » J'avais pas de banderole, je n'avais pas... voilà. C'est vrai que c'est quand même étonnant. À la fois, le parent s'arroge l'attitude de savoir, parce que qui était l'expert ? C'était elle. Je n'ai pas contesté, hein, mais moi, j'étais rien, de toute façon. Donc, elle était passée du jeu au nous pour donner une portée plus générale et plus politique à son propos. Hein. Elle n'oubliait pas sa casquette de présidente d'association. Elle parle au nom des autres, alors que ma propre parole à moi, elle était niée, hein, de toute façon. Il y a ceux qui détiennent la vérité, ils sont parents, ils sont experts. J'avais un peu l'impression, eux, ils ont tout, et les autres, ils n'ont rien. Il y a le tout ou rien dans son attitude. Alors, pour terminer, hein, c'est vraiment un récit...
Ce qui m'interpelle, alors après je donne ma interprétation, où je me suis autorisé ce soir à donner quelques, puisqu'on m'a invité à parler de comment une mère peut à ce point avoir oublié, parce que oui, c'est une mère d'un enfant qui est devenu adulte, autiste, je crois qu'il était assez sévère, on ne sait pas plus, mais à ce point avoir oublié certaines situations vécues pour affirmer un tel déni de tout degré de souffrance dans l'autisme, hein. Alors on dit le réel, impensable, indicible. Oui, alors moi ce qui me vient un peu à l'esprit, c'est de dire que c'était presque délirant son propos. Alors je suis même allé on pourrait critiquer, le débat sera ouvert, n'y a-t-il pas quelque chose qui évoque la forclusion ? En tout cas, ceci interroge sur la négation de la réalité, le refus de la position de parent, parce que finalement, être parent, c'est savoir reconnaître ou prêter attention à la souffrance de son enfant. Souffrance, le médecin prête attention à la souffrance du patient et le parent, et ça c'était nié. Il y a quelque chose que je trouvais perturbant. Après, cette expérience, elle est instructive vis-à-vis de la politique de l'autisme dans notre société, et Patrick l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est la logique de certaines associations qui sont influentes, malheureusement, de ne pas laisser le moindre espace de parole, le moindre espace d'expression à ceux qui portent une autre voix, qui cherchent, et de chercher à imposer une vérité qui peut être ici une sorte de déni du réel, un déni du symptôme qui est porté comme une vérité incontestable. Il n'y a pas de souffrance dans l'autisme, voilà, c'est très simple, il suffit de le dire. Ce qui était plus gênant, je n'ai pas fait une gradation de ce qui est le plus gênant, mais c'est une négation aussi de la personne, une négation de l'altérité, hein, quand même. On était tous différents autour de la table, mais ça posait problème. Alors c'est là où... peut-être vais-je trop loin, je ne sais pas, c'est politiquement incorrect, mais j'assume. Caractère délirant, négation de l'autre, voire forclusion. Je dis, il y a un climat un peu psychotique dans tout ça. Je pense à Catherine Vanier, qui a intitulé l'un de ses derniers ouvrages sur l'autisme, comment rendre les parents fous. Je dis, elle a bien raison. Le vécu de l'autisme, y compris au niveau politique ou associatif, peut être teinté de traits psychotiques. En tout cas, pour conclure, cette représentante d'association a voulu faire taire le parent, l'expert, pseudo-expert que je suis, mais faire taire une voix qui la dérange et qui lui semblait lui être insupportable. Mais cette voix, cette pensée, elles existent. Heureusement, nous essayons de la porter, de la défendre au rap ou à la main à l'oreille avec Mireille Battu. Et je dirais heureusement.